Dans un monde fantastique peuplé de démons, de monstres et de bêtes magiques, Ilu ouvre les yeux pour la première fois et contemple les magnifiques rayons du soleil couchant à l'horizon. Pendant un instant, il est hébété car il n'a aucune idée d'où il se trouve ni de ce qu'il fait dans cet endroit étrangement sombre. Soudain, une voix divine s'élève en lui, affirmant qu'il s'est réincarné de sa vie antérieure dans un tout nouveau monde sous la forme d'un dragon. Il reste là, sous le choc, se demandant s'il ne s'agit pas d'une sorte de rêve bizarre. La voix divine explique qu'il a les statistiques d'un œuf de dragon, avec presque aucun point de vie, aucune armure, ni aucune autre compétence spéciale notable. Il demande à la voix divine s'il s'agit d'une sorte de jeu, mais la voix répond que son niveau est trop bas pour de telles questions. Il peut donc soit augmenter ses niveaux, soit payer un abonnement mensuel pour accéder aux meilleurs éléments. Ilu n'accepte pas la défaite si facilement et demande où diable il se trouve en ce moment et ce qu'il est exactement. Mais la voix divine est déterminée à obtenir cet abonnement coûte que coûte et refuse de répondre à ses questions. Cela fait perdre la tête à Ilu, tout comme moi quand j'entends le prix de la rame, et il bascule accidentellement et tombe de l'arbre où se trouvait son nid. À son horreur absolue, sa jauge de points de vie, déjà bien assez faible, diminue d'un point alors que la voix divine explique que si les points de vie tombent à zéro, il mourra pour toujours. Effrayé par cela, il tente de se mettre à l'abri, mais au lieu de cela, il finit par se pousser sur une pente et commence à dévaler la colline à une vitesse record. Il ne peut pas du tout se contrôler et pensait qu'il allait certainement mourir. Mais heureusement, son œuf s'arrête au bord d'un étang où sa vie a failli s'arrêter, au point qu'il a presque vu sa propre mort par noyade dans l'étang. Une fois sa respiration calmée, il a l'occasion de s'observer dans le reflet de l'eau et réalise qu'il n'est rien de plus qu'un petit œuf fêlé au milieu de nulle part. Il commence à paniquer sur ce qui se passe quand Ciri revient en ligne et lui dit qu'il est un œuf de dragon, considéré comme un monstre de rang F, ce qui est assez faible dans ce monde. Il peut mourir sur le coup si sa coquille d'œuf se brise. Il a une faible intelligence à cause de son minuscule cerveau et la seule chose qu'il peut faire correctement est de rouler. Et il est nul même à ça car il n'a pas encore appris à se contrôler. Ciri explique que bien qu'il y ait une petite chance qu'il devienne un redoutable dragon, les probabilités sont extrêmement faibles car 99% des dragons ne survivent pas au stade de l'œuf, l'œuf de dragon étant considéré comme un mets délicat. Ciri affirme qu'il est très courant que des aventuriers de passage détruisent l'œuf pour en faire une délicieuse omelette. Mais parfois, les aventuriers restent à l'écart car ils craignent que la mère dragon ne soit à proximité. Cela le met en colère car il réalise qu'il n'est qu'une boule glorifiée attendant d'être éclatée par la première chose qu'il rencontrera. Dans sa rage, il recommence accidentellement à rouler, mais cette fois, il finit par apprendre à diriger ses mouvements et parvient à éviter une mort certaine en s'éloignant du bord d'une falaise. Il parvient à se faufiler à travers la forêt à une très bonne vitesse et apprend à mieux se contrôler. Mais à la fin, il finit par tomber sur une petite corniche. À son grand désarroi, cette petite chute a suffi à faire passer ses points de vie de 4 à 3, ce qui le terrifie car il se rappelle qu'il peut pratiquement mettre fin à ses jours sans le vouloir s'il continue à ce rythme. Il décide de se détendre un peu et de reconsidérer ses choix de vie, ce qui, à sa grande surprise, remonte ses points de vie au maximum, et sur ce, il se prépare à conquérir le monde une fois de plus sous sa forme d'œuf. Il commence à avancer dans la forêt en réfléchissant bien à tout et réalise que s'il est un œuf de dragon, il finira par éclore à un moment donné, ce qui signifie qu'il deviendra un dragon, des créatures plutôt redoutables d'après ce qu'il peut en dire. Mais pour cela, devra-t-il accomplir des quêtes et gagner de l'expérience? Et si ce monde fonctionne comme un jeu de rôle où il devra combattre d'autres ennemis et monstres pour monter de niveau? Soudain, il aperçoit une queue à l'aspect épineux et essaie immédiatement de comprendre ce que c'est pour découvrir une étrange créature violette ressemblant à un ver. Il vérifie aussitôt les statistiques du monstre insecte et réalise que ce n'est pas un monstre très coriace, mais le monstre porte le titre de mangeur d'œufs. Cela le terrifie au plus haut point, et il tente de s'échapper sans attirer l'attention. Mais il est aussi doué que moi quand il s'agit de bien faire les choses, alors il se plante et commence à se faire poursuivre par le ver. Il commence immédiatement à rouler dans l'autre sens, mais le monstre ne semble pas vouloir s'arrêter et continue de le poursuivre. Il sait qu'il n'y a aucun moyen de combattre le monstre car tout ce qu'il peut faire, c'est rouler. Et même si le ver est faible, il est quand même bien plus fort que lui et il n'aurait absolument aucune chance de gagner contre lui. Il décide de mettre à profit son quotient intellectuel d'huître et commence à attirer le monstre vers le bord d'une falaise. Il s'avère que le monstre était plus bête que vous au lycée et il mord carrément à l'hameçon. Ilu le pousse immédiatement du haut de la falaise mais finit par tomber avec lui. Cela aurait pu signifier sa fin, mais heureusement, il finit par tomber sur le monstre et non sur le sol, ce qui amortit le plus gros du choc, mais il s'inflige tout de même pas mal de dégâts. Il se retourne en espérant que ce soit la fin, mais le ver lui fait une dernière frayeur avant de jeter l'éponge et de se laisser mourir.
Il lui prend une grande inspiration, remerciant Dieu de lui avoir donné la chance de vivre quand soudain Ciri reprend la parole, lui disant qu'il a obtenu un tas de points pour avoir tué le monstre et aussi survécu à la chute, ce qui a atteint son niveau maximum au niveau 5. Et pour gagner d'autres niveaux, il doit d'abord passer par une évolution. Ciri lui montre 2 voies à suivre sur l'arbre d'évolution, l'une étant le bébé dragon et l'autre le petit dragon. Il est un peu confus quant à la différence entre les 2 races, mais heureusement Ciri arrive avec l'explication et lui dit que le petit dragon est une race redoutable de dragons nains qui sont plus petits que les autres espèces de dragons. Mais ils sont assez forts et peuvent devenir aussi gros qu'un ours. Les aventuriers les évitent car ils ont peur de leur attaque de souffle de feu. En comparaison, le bébé dragon est simplement un petit dragon connu pour sa chair tendre et souvent chassé par les aventuriers et d'autres monstres car ils sont faciles à attraper et font un ragoût incroyable. Au cas où le bébé dragon survivrait jusqu'à l'âge adulte, il peut en fait devenir une grande variété de races de dragons très puissantes, mais la plupart d'entre eux ne vivent jamais assez longtemps pour voir ce jour. Il lui réalise que le monde est bien trop déprimant et pense d'abord à devenir un petit dragon parce que ça veut dire qu'il sera en sécurité dès le départ et n'aura pas à craindre de se faire dégommer dès qu'il s'approche d'un monstre ou d'un aventurier. Il allait choisir le petit dragon quand soudain sa voix intérieure se manifeste et lui dit d'opter plutôt pour le bébé dragon. Au début, même lui était perplexe, ne sachant pas trop pourquoi le bébé dragon serait un meilleur choix. Mais soudain, il réalise que le petit dragon est un abo, ce qui veut dire que ses chances de matcher sur Tinder sont quasi nulles. Alors que s'il devient un bébé dragon et finit par faire 1,80 m, il aura toutes les meufs et nagera dans le bonheur. Dès qu'il choisit d'être un bébé dragon, quelque chose change en lui et l'œuf éclot, et il en sort un dragono jaune et réalise que ses stats ont l'air d'avoir grimpé, mais ses points de vie ne sont pas au max, donc il doit se calmer et se reposer pour tout récupérer. Il se tourne vers le ver et le remercie pour son évolution quand soudain son ventre se met à gargouiller. Ça le perturbe car il n'est pas Bear Grylls et ne peut pas manger n'importe quoi pour survivre. Mais il pense à toutes les meufs qu'il pourra draguer avec sa taille, alors il se lance car il a besoin de protéines. Il commence à dévorer tout le ver, puis s'endort profondément pour récupérer tous les points de vie perdus. Le lendemain, à son réveil, il repense à son rêve où il était encore humain et se demande comment il a bien pu se réincarner ici et qui il était exactement quand il était encore un humain. Mais avant d'y réfléchir davantage, il se retourne et tombe sur une bande de vers monstrueux prêts à l'attaquer. Comme il est un dragon maintenant, il décide de les affronter et les massacre avec les prises apprises au Daghestan où son père l'avait envoyé 2 ou 3 ans avant de l'oublier. À chaque victime, il gagne des points d'expérience et finit bientôt par débloquer encore plus de capacités offensives. Il utilise son souffle de feu pour rôtir tous les monstres sur son chemin et passe vite au niveau 7, obtenant le point du dragon qui lui permet d'envelopper son poing d'une boule de feu et de détruire tout monstre devant lui. Après avoir achevé le dernier monstre par étranglement, son estomac se remet à gargouiller. Il songe à remanger des vers, mais n'a pas envie de commencer sa journée avec de la bouffe de merde, alors il décide de tester autre chose et suit le régime Mike Tyson à base de champi. Hélas, tout le monde n'est pas bâti comme Iron Mike, et il se met à vomir comme mon ex lors d'une soirée entre filles avant de finir chez un inconnu. Il décide qu'il lui faut une autre source de nourriture, car il est hors de question qu'il mange un de ces vers hideux. C'est alors qu'il aperçoit un loup gris qui court devant lui et il décide immédiatement d'en découdre. Il se met à courir à côté du loup, et même si l'animal était plus gros que lui, il savait qu'il gagnerait grâce à ses stats supérieures. Il ne laisse aucune chance au loup car il utilise son souffle de dragon pour le paralyser, suivi d'un coup de poing enflammé qui l'anéantit et le transforme en rôti. Il se demande si ça aura le goût d'un barbecue, et à sa surprise, ça a exactement le goût d'un steak grillé. Cela lui donne une autre raison de chasser ces animaux et il finit par trouver un autre vieux loup qu'il fume d'un seul coup de poing enflammé avant de le rôtir avec son souffle de feu. Il réalise que s'il parvient à atteindre le niveau 25, cela lui donnerait l'opportunité d'évoluer une fois de plus. Tout en mangeant son repas seul, il commence à vouloir quelqu'un à qui parler qui ne soit pas un maudit assistant IA. Et juste à ce moment-là, il surprend des voix venant de la forêt. Il réalise que ces voix sont sans aucun doute celles d'humains et se précipite immédiatement pour enquêter. Il repère bientôt un groupe de 3 aventuriers marchant dans la jungle et vérifie leurs stats, réalisant qu'aucun n'est au-dessus de son niveau, ce qui signifie qu'il ne devrait pas le menacer. Mais comme ils sont 3, ils peuvent tout à fait le submerger. Il décide pourtant de prendre le risque, car il pense être trop mignon pour que les humains ne l'aiment pas, et qu'il voudrait sûrement être ses amis. Pensant cela, il sort de derrière l'arbre et commence immédiatement à faire le mignon, espérant que les humains tomberont tout de suite sous son charme.
Mais il a une cruelle désillusion quand le chef du groupe saisit son épée et lui assène une entaille aérienne qui le frappe en plein torse, le jetant au sol alors que le sang coule sur son corps. Avant même qu'il ne puisse penser à s'échapper, il est frappé par le sort du magicien qui lui inflige un choc assez puissant pour engourdir complètement son corps. Il se dit qu'il a été un idiot fini de croire qu'il pouvait faire confiance aux humains et maintenant il va devoir en payer le prix en y laissant sa vie. Il essaie de s'éloigner en rampant, mais c'est inutile car son corps ne peut plus bouger d'un pouce. Il se prépare à mourir, mais alors que le chef s'apprête à le poignarder à mort, la guérisseuse s'interpose et lui sauve la vie. Le chef a une dispute avec elle, mais finit par la laisser tranquille et poursuit sa route. La fille nommée Myria commence à lancer un sort de soin sur lui et, lentement mais sûrement, lui rend assez de santé pour qu'il puisse se déplacer. Avant même qu'il ne puisse la remercier, ils entendent un cri à glacer le sang venant de la direction prise par les autres aventuriers et Ilu est sûr que quelque chose a mal tourné et qu'un puissant monstre rôde dans les parages. La guérisseuse se retourne immédiatement et tente de courir dans la même direction, mais Ilu l'arrête car il sait que le monstre caché dans la forêt est plus fort qu'elle et va probablement la tuer aussi, d'autant qu'elle a déjà utilisé tout son mana pour le soigner. Il est cependant trop affaibli par ses blessures, alors Myria se faufile et lui dit de faire attention avant de s'enfoncer dans la forêt. Ilu se maudit d'être aussi impuissant et inutile. Il parvient tant bien que mal à surmonter sa paralysie et commence à courir dans la forêt quand il se retrouve soudain face à un dragon de roche géant au moins 10 fois plus fort que lui. Il aperçoit la fille gisant inconsciente au sol près de ses pattes, mais avant même qu'il ne puisse l'aider, le dragon le repère à l'odeur et se retourne pour mettre fin à ses jours une fois pour toutes. Ilu est trop sidéré pour bouger alors que la peur le paralyse tandis que le dragon de pierre s'élance sur lui de tout son long. À sa surprise, le corps d'Ilu semble bouger tout seul par instinct et le sauve d'une mort certaine alors qu'il saute pour s'écarter. Il se cache aussitôt derrière des buissons en pensant à quel point il était stupide de croire que même en se battant aux côtés des humains, ils auraient pu vaincre cette monstruosité. Il sait que s'il reçoit un coup sérieux de ce monstre, il sera rayé de la surface de cette planète. Il regarde vers Myria et réalise qu'elle est encore en vie, s'accrochant avec presque plus de points de vie. À son grand effroi, le dragon de roche retourne vers Myria pour l'achever, ce qui lui fait oublier ses peurs, et il se prépare à tenter de la sauver. Mais avant qu'il ne fonce sur le monstre, la voix divine le presse de fuir, affirmant que le combat n'en vaut pas la peine et qu'il risque fort de ne pas survivre à cet affrontement. Cela le stoppe net alors qu'il se dit que Ciri a raison, car il n'a aucune compétence pour affronter cette monstruosité, et le plus sûr serait de s'enfuir pour survivre et combattre un autre jour. Mais avant qu'il ne décide quoi que ce soit, le souvenir de Myria lui sauvant la vie et le soignant lui revient en tête, et il décide qu'il ne la laissera pas seule, et qu'il va soit la sauver, soit mourir en essayant. Il fonce sur le dragon, et quand celui-ci tente de l'attaquer, il se souvient de ses talents d'œuf et commence à rouler, ce qui lui sauve la vie. Et il saute en l'air avant de percuter un peu le dragon et de créer une certaine distance entre eux. Il cherche immédiatement les autres humains du groupe et réalise que le vieux mage est mort et qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Mais l'épéiste semble toujours s'accrocher à la vie de justesse. Le dragon de roche recommence à poursuivre Ilu, mais il est doué pour rouler et commence à esquiver le monstre en le frappant coup sur coup dans l'espoir de gagner du temps et de sauver les aventuriers restants. Juste au moment où il pensait que son plan fonctionnait et qu'il pourrait peut-être sauver les humains, le dragon de roche le frappe avec un sort de terre qui crée une onde de choc au sol, créant d'énormes pointes qui touchent Ilu et le projettent à terre. Il réalise qu'il ne peut pas continuer à esquiver les attaques et décide de riposter. Le dragon de roche tente de l'attaquer, mais cette fois il lui passe à la contre-offensive et tente de lui asséner un coup de poing enflammé au visage, espérant un coup critique. Au début, il pensait que l'attaque était efficace, mais à son grand effroi, il réalise que non seulement l'attaque n'a presque fait aucun dégât, mais que le dragon semble récupérer tous ses points de vie perdus. Il profite tout de même de cette occasion pour attraper immédiatement la fille car il sait qu'il ne peut sauver qu'une personne à la fois. Il commence immédiatement à s'enfuir loin du monstre après avoir esquivé son attaque et court droit dans la jungle profonde pour la mettre en sécurité. Il réalise qu'elle perd toujours des points de vie et il doit trouver un moyen de lui redonner de la santé. Il essaie de reproduire ce que la fille a fait auparavant pour le soigner, mais évidemment rien ne se passe. Il décide immédiatement de changer de plan et de trouver un endroit approprié où la fille pourra être plus à l'abri des éléments avant que la nuit ne tombe. Il commence à renifler l'air, baigné par le coucher du soleil, alors qu'il tente de trouver une odeur familière à suivre. Soudain, il perçoit une faible odeur d'humain venant d'une direction et commence immédiatement à la suivre à toute vitesse tout en portant la fille sur son dos. Son calvaire ne semble pas finir car une meute de loups gris commence à le poursuivre dans l'espoir d'obtenir de la nourriture rapide et facile. Ilu est allé trop loin pour s'arrêter là.
et il ne va pas se laisser dévorer par une bande de chiots de luxe après avoir survécu à un satané dragon. Il dépose la jeune fille près de l'arbre et se retourne pour s'occuper des loups. D'habitude, il s'occupait des loups un par un, mais cette fois, il doit affronter toute une meute alors qu'il est déjà blessé. Il combat vaillamment tous les loups et continue de défendre la fille au péril de sa vie. Il encaisse les coups mais parvient à les repousser et la reprend sur son dos. Traversant la forêt couverte de bleu et épuisé, à bout de force, il finit par trouver un village humain. Il est soulagé car il doit maintenant trouver de l'aide pour que Miria se rétablisse. Il se met à hurler de toutes ses forces et réussit à attirer un groupe de villageois vers lui. Malheureusement pour lui, les villageois ne comprennent pas ce qu'il dit et ont peur de lui. Il essaie de leur faire comprendre qu'il ne leur veut aucun mal, mais l'un d'eux le blesse à la jambe avec une lance artisanale. Il réalise qu'il ne trouvera aucune aide ici car tout le village le considère comme une menace. Il la repose rapidement au sol et s'enfuit immédiatement alors que les villageois s'apprêtent à l'attaquer de nouveau. Il parvient à esquiver tout le monde et s'échappe dans la forêt pendant que les villageois mettent Miria à l'abri et appellent la guérisseuse locale. Il lui est heureux d'avoir au moins pu lui sauver la vie et commence à s'enfoncer dans la forêt en boitant. Miria se réveille 2 jours plus tard chez la guérisseuse locale, Marie, qui lui apprend qu'elle est restée inconsciente pendant 2 jours entiers. Miria se demande qui l'a ramenée au village car elle était absolument certaine qu'elle allait mourir là-bas. Mais Marie affirme qu'elle n'en a aucune idée. Miria demande où sont les autres membres du groupe, et Marie répond que le vieux mage est mort tandis que leur chef, Daz, n'a jamais été retrouvé, ce qui signifie qu'il a probablement été dévoré par le dragon. Miria se met aussitôt à pleurer, affirmant que si elle avait empêché Daz d'avancer, il serait peut-être encore en vie. Mais Marie lui dit de ne pas s'en vouloir, car Daz n'était pas du genre à écouter les autres. Miria se souvient que Daz était un peu brusque, mais c'était quelqu'un de bien, toujours le premier à affronter les monstres qui menaçaient le village. Il était aussi très gentil avec les enfants et leur donnait toujours de bons conseils. Son seul problème était son obsession pour le dragon de roche, car, plus jeune, il l'avait croisé et avait fini par s'enfuir. C'est alors qu'il a décidé d'affronter le monstre et de le tuer pour faire taire tous les doutes qu'on pouvait avoir sur lui. Il décide d'emmener le vieux mage et son équipe mais savait que Marie n'accepterait jamais de les accompagner comme guérisseuse, alors ils ont trompé Miria en prétendant que Marie leur avait dit de la prendre à sa place. Miria ne voulait pas y aller car le dragon de roche est trop dangereux. Mais avec un peu de chantage affectif, ils ont réussi à la convaincre de rejoindre leur groupe. Elle regrette de ne pas avoir alerté les autres villageois, mais elle ne peut plus rien y faire maintenant. Elle garde un vague souvenir du dragon qu'elle a sauvé, l'aidant à regagner le village. Mais Marie ignore comment elle est arrivée là, elle sait juste qu'un monstre l'attaquait. Mais le villageois blond a réussi à la sauver avec sa lance. De retour dans la forêt, Ilou a enfin réussi à récupérer ses points de vie et se sent beaucoup mieux maintenant. Il se demande comment va Miria et si elle a récupéré, mais se rappelle son impuissance face au dragon de roche, ce qui lui rappelle qu'il est encore l'un des plus faibles ici et qu'il doit vite devenir plus fort. Il décide bientôt de réfléchir davantage et utilise un monstre vert comme appât en le suspendant à un arbre. Immédiatement, une bande de vers du coin se rassemble pour voir ce qui se passe et Ilou en profite pour leur mettre une sacrée raclée. Il continue de détruire chaque monstre qui se trouve sur son chemin, que ce soit en les frappant, en les mordant ou en utilisant ses attaques de feu pour les griller à point. Une fois le massacre terminé, il a enfin réussi à atteindre le niveau 25, ce qui signifie qu'il a franchi une nouvelle étape dans son évolution. Ciri lui montre l'arbre d'évolution et il réalise qu'il a 5 choix possibles pour la suite. Certains sont de petits dragons, qu'il ne choisira certainement pas même s'ils arrivent à maturité plus tôt. Mais à long terme, ils ne seront pas aussi forts que les autres. Le dragon ange est très fort, mais possède surtout des capacités de défense et de soins, tout comme Miria. Le dragon enfant est l'étape d'évolution directe après le bébé dragon et il deviendrait sûrement un dragon adulte s'il continue sur cette voie. Et l'autre option est un dragon enfant mutant qui possède de meilleurs sorts magiques. Enfin, la dernière option est le dragon de la peste noire, connu pour semer la mort et la destruction, et capable de se transformer en humain à volonté. Au début, Ilou rejette immédiatement l'option du dragon de la peste, car ce serait la voie la plus maléfique. Mais soudain, il réalise que la transformation humaine signifie qu'il peut se rendre au village des humains et retrouver Miria. Sur ce, il commence à réfléchir à sa décision, stressé car ce choix sera l'un des plus importants de sa vie. La confusion sur la voie à choisir pour son évolution commence à rendre Ilou fou, et il se met à faire des bruits de chien constipé en essayant de prendre une décision. Finalement, il se dit qu'il est vraiment inquiet pour Miria et qu'il veut la revoir.
Il se dit que s'il peut apprendre la compétence de transformation humaine, il pourra mener une vie paisible, même en étant un dragon de la peste. Et si ça ne marche pas, comme la plupart des startups dans Shark Tank, il pourra redevenir un dragon. C'est ainsi qu'Ilu choisit de devenir un jeune dragon de la peste, et ses couleurs passent du jaune au violet. Il devient quelque chose qui ressemble au méga Dracofeu I, et il trouve qu'il a l'air vraiment maléfique. Il commence à douter de sa décision, mais Ciri lui annonce que son statut de visualisation des compétences a augmenté, et qu'il peut désormais voir les détails de ses capacités. Ilu oublie immédiatement ses doutes en entendant cela, et Ciri lui dit qu'il a débloqué d'autres compétences appelées vol et poudre d'écailles de dragon. Son type est devenu ténèbres, et ses compétences normales ont évolué pour infliger des dégâts de poison et de malédiction. Il a aussi obtenu des titres comme malfaiteur et calamité. Et plus Ilu en apprend, plus il regrette d'avoir choisi cette forme. En plus de ça, il n'a pas obtenu la compétence de transformation humaine promise, et comme une vraie Karen, Ilu commence à s'en prendre à Ciri et demande à voir son responsable. Il dit que ce n'est pas ce qu'on lui a dit et demande s'il doit monter de niveau pour la transformation humaine. Cependant, Ciri cache encore cette fonction derrière un mur payant et dit à Ilu qu'elle ne peut pas répondre sans l'abonnement premium. Ilu se sent déçu et arnaqué parce qu'il est devenu une calamité volante au lieu d'un humain. Heureusement, il peut maintenant voir les détails de ses propres compétences et la première chose qu'il vérifie est Ciri, officiellement nommée Voix Divine. Ciri restreint l'accès aux données comme d'habitude et Ilu s'y attendait un peu. Il l'interroge ensuite sur la nouvelle compétence poudre d'écailles de dragon et Ciri lui dit qu'il peut libérer des écailles toxiques de ses ailes pour affaiblir ou tuer toute créature. Au niveau maximum, il peut anéantir des nations entières juste en les survolant. Ilu envoie l'exemple instantanément quand une fleur se fane et meurt à cause de sa poudre, et il maudit Ciri de l'avoir changée en arme biologique alors qu'il voulait juste draguer des filles. Maintenant, il est sûr qu'aucun humain n'osera l'approcher et il commence à vérifier d'autres compétences tout aussi redoutables. La compétence suivante est le souffle pestilentiel qui change son souffle de feu en une attaque propageant des maladies mortelles capables d'anéantir des civilisations entières. Ilu panique car il ne pourrait pas être plus prêt à devenir un méchant et se demande s'il peut encore changer son évolution. Il vérifie ses titres car il pourrait influencer ses compétences et sa croissance et Ciri confirme qu'il a raison. Son premier titre est le tout petit héros, donné à ceux qui font preuve d'un peu de courage et agissent bien face au danger. Cela pourrait grandement influencer son évolution et faire de lui un jour un véritable héros. Ilu est soulagé d'entendre ça, mais il découvre ensuite les détails de ses autres titres. Le titre malfaiteur est pour les méchants qui laissent une montagne de cadavres et sont fiers de leur nombre de victimes. Il augmente les dégâts des attaques de ténèbres et complique l'apprentissage des sorts de magie blanche. Il réduit aussi la récupération et a une grande influence sur son chemin d'évolution. C'est le coup de grâce pour Ilu qui commence à pleurnicher en disant qu'il veut redevenir un bébé dragon. De retour au village, Marie vérifie les pierres de protection placées tout autour pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Ces pierres créent une barrière qui décourage inconsciemment les monstres d'entrer, mais elles ne marchent pas contre ceux qui ont une forte volonté ou un but précis. Miria pense que le dragon qu'il a sauvé doit faire partie de cette catégorie, mais elle ignore s'il l'a fait exprès ou si c'était une coïncidence. Marie ne peut pas se prononcer car elle n'a pas vu le dragon, mais elle ne veut pas que des monstres entrent à cause d'une barrière défaillante. Elle finit de recharger toutes les pierres, et soudain, Miria lui demande de lui en apprendre plus sur les monstres. Marie est curieuse de savoir pourquoi Miria s'intéresse autant aux monstres depuis cet incident. Miria répond qu'elle sent qu'un dragon l'a sauvée l'autre jour, et Marie lui demande si elle commence à aimer un monstre car c'est dégoûtant. Miria panique et dit que ce n'est pas du tout ça, et Marie décide de laisser tomber. Elle convient que Miria doit en apprendre plus sur les monstres et explique qu'ils peuvent vaincre d'autres créatures pour monter de niveau et évoluer. Les humains ont aussi ce système pour s'améliorer, mais ils ne peuvent pas évoluer vers une nouvelle espèce comme le font les monstres. Miria est surprise et dit qu'elle n'en a jamais entendu parler, ce qui énerve Marie car elle lui a déjà enseigné tout ça il y a 11 ans. Miria rétorque qu'elle n'avait que 5 ans à l'époque, et si 11 ans n'est rien pour une elfe, c'est énorme pour un être humain. Marie poursuit son cours, disant que parfois des gens spéciaux entendent une voix divine, et ce sont eux qui ont découvert les niveaux et le reste. Marie dit que les monstres luttent pour survivre et cherchent toujours à devenir plus forts par l'évolution pour vivre plus longtemps. Elle dit à Miria que le dragon l'a peut-être sauvé, mais qu'à leur prochaine rencontre, il aura évolué et sera plus dangereux, voire agressif. Miria crie sur Marie pour lui avoir fait peur, mais l'elfe lui dit de ne rien attendre d'un monstre car ils sont incompatibles avec les humains. Pendant ce temps, Ilu a accepté son sort dans la forêt et décide de monter de niveau au plus vite pour redevenir un gentil dragon. Cependant,
Sa priorité reste de se transformer en humain pour pouvoir enfin revoir Miria. Il commence à chercher un monstre faible qui rapporte beaucoup d'expérience quand soudain il sent ses mouvements ralentir. Ilu s'aperçoit qu'il est couvert de toiles qui le freinent et comprend alors qu'il est tombé dans le piège d'une araignée. À ce moment-là, une araignée géante surgit des buissons et siffle dans sa direction. Ilu panique en voyant ses statistiques bien plus élevées que les siennes, mais il est coincé et ne peut pas s'enfuir. L'araignée projette des toiles vers Ilu qui riposte avec son souffle de feu, brûlant la toile et blessant l'araignée au passage. Mais la toile sur son corps s'enflamme aussi, et il se roule par terre jusqu'à ce que Ciri lui annonce qu'il a acquis la résistance au feu. Ilu se relève pour combattre, mais voit que son attaque a peu d'effet, il décide donc d'utiliser ses griffes paralysantes. Et malgré de nombreux coups qui font saigner l'araignée, Ilu constate qu'il lui reste encore la moitié de sa barre de vie. De plus, le monstre est enragé, et Ilu décide de s'enfuir pendant qu'il est encore paralysé. Il commence à s'éloigner en roulant vite, mais l'araignée se remet vite de la paralysie et le rattrape. Ilu panique, puis se souvient qu'il peut voler grâce à sa nouvelle compétence. Il saute immédiatement aussi haut que possible pour s'envoler, mais même un poulet manchot ferait mieux. Il retombe vite au sol car il ne maîtrise pas encore son don, et finit par devoir à nouveau s'enfuir en roulant. Pourtant, après 10 minutes, l'araignée n'abandonne pas et Ilu se demande quelle endurance ce maudit monstre peut bien avoir. Heureusement, sa compétence de roulade augmente de niveau à ce moment, et il peut désormais rouler bien plus vite. Il reçoit aussi le titre de fuyard pour s'être enfui comme un lâche. Mais Ilu tient plus à sa vie qu'à sa fierté. Bientôt, il réussit à distancer l'araignée, mais il aperçoit alors une immense falaise juste devant lui. Le premier réflexe d'Ilu est de rouler sur le côté, mais il décide de faire confiance à son vol et bondit à toute vitesse. Heureusement, il parvient à planer jusqu'à l'autre rive et jure qu'une fois assez fort, il reviendra tuer cette araignée. Il est vraiment épuisé maintenant et décide de regarder l'araignée une dernière fois avant de s'en aller. Pourtant, l'araignée est introuvable et soudain, Ilu aperçoit un pont fait de toile. L'instant d'après, l'araignée bondit à la surface et Ilu panique car il ne s'y attendait pas du tout. Il recommence à rouler pour fuir et sa compétence de roulade monte encore d'un niveau. Un malheureux loup gris apparaît sur son chemin et Ilu lui roule dessus, l'envoyant valser et gagnant un bonus d'expérience. Il passe direct au niveau 3 et enchaîne les attaques éclairs sur les monstres de la forêt, atteignant le niveau 8 en un rien de temps. Ilu pense qu'il est enfin assez fort pour affronter l'araignée, alors il s'arrête et lui fait face. L'araignée éjecte soudain une bouffée de gaz toxique et Ilu saute sur un arbre pour l'éviter. Même s'il résiste au poison, ça lui brûle la gorge et il décide d'attendre que le gaz se dissipe. Pendant ce temps, l'araignée attend que le poison agisse et Ilu a une idée. Il décide d'utiliser la plus vieille ruse du monde et fait semblant d'être affaibli par le poison. Il tombe au sol et se tord comme un poisson hors de l'eau avant de rester totalement immobile. L'araignée mord à l'hameçon et lui saute dessus, et dès qu'elle est proche, Ilu l'attaque avec son souffle de feu puis l'écrase au sol. Le monstre araignée est vaincu, et Ilu atteint immédiatement le niveau 14. Son souffle de feu s'améliore, et il obtient aussi une nouvelle compétence appelée Queue de dragon. Ilu trouve que c'est une bonne progression, mais il a hâte de voir s'il peut enfin redevenir humain. Malheureusement, il n'obtient rien d'autre, et sa frustration devient de plus en plus intense. À la fin de la journée, Ilu chasse un loup et l'emporte avec lui pour manger et se reposer. En chemin, il trouve une grotte, et après s'être assuré qu'aucun autre monstre n'y vit, il décide d'en faire sa base. Il y fait rôtir la viande de loup. Puis il décide d'ajouter le jus de quelques baies qui sentent le poivre noir. Il lui trouve que le jus de baille améliore vraiment le goût de la viande, et il obtient même le titre de Monsieur Chef pour ça. Il lui trouve que le titre sonne bien, et il commence à se demander s'il peut améliorer sa cuisine et séduire les humains avec ses plats délicieux. Cependant, un seul regard sur ses griffes acérées et venimeuses le fait changer d'avis. Il se dit qu'il était au moins mignon quand il était un bébé dragon, et les humains le détestaient et le craignaient déjà à l'époque. Maintenant qu'il ressemble littéralement à une menace, il n'y a aucune chance qu'ils osent s'approcher de lui. Il pense que même Miria ne le reconnaîtra pas maintenant et se dit que c'est ce qu'il mérite pour avoir été avide et avoir essayé de devenir humain. Il hurle vers le ciel, demandant à Dieu de lui donner au moins la compétence de transformation humaine, même s'il continue d'évoluer en dragon de la peste. De retour au village, Miria apprend par un vieil ivrogne que Daz est toujours en vie. Elle lui demande avec impatience de lui raconter tous les détails, et le vieil homme lui dit qu'il était à la pêche quand il a vu Daz marcher dans les bois, l'air épuisé et affamé. Il n'a rien remarqué et a continué à marmonner tout seul avant de disparaître dans la forêt. D'autres villageois pensent que le vieux débris avait juste la gueule de bois et qu'il a imaginé Daz, mais Miria reprend espoir et va immédiatement en parler à Marie. Elle veut aller dans la forêt pour chercher Daz, mais Marie refuse de la mettre en danger, elle ou tout autre villageois.
Elle fait aussi renoncer Myria à cette idée en suggérant qu'elle en parlera à la guilde des aventuriers. Mais elle sait à quel point Myria veut sauver Das s'il est vraiment vivant. Le lendemain dans la forêt, Ilu se réveille reposé et il décide de chasser plus de monstres pour monter de niveau rapidement. Soudain, il voit une flaque d'eau bouger devant lui et réalise que c'est un monstre qui n'a pas l'air fort. Il décide de le chasser pour gagner de l'expérience, mais alors qu'il tente de voir ses stats, ses yeux commencent à brûler et Ciri lui dit qu'il ne peut pas encore accéder à ces informations. Ilu commence à hurler de douleur et se demande quel est ce monstre bizarre qui peut lui faire si mal juste en le regardant. Soudain, sa compétence pour voir les statuts monte de niveau et il peut brièvement voir que le monstre slime a des stats ridiculement élevées et il tombe au sol sous le choc. Ilu se demande quel genre de créature a des stats aussi folles quand soudain, le monstre Slim le remarque et projette un tentacule dans sa direction. Ilu parvient à s'enfuir juste à temps, et une fois dans la forêt, il réalise que le Slim effrayant n'avait pas des stats si élevés, et qu'il avait mal lu tout à l'heure. Cependant, c'est trop glauque, alors il décide de le laisser tranquille pour le moment. Il décide de chercher ses cibles dans une autre direction aujourd'hui quand il remarque soudain un pot caché dans les buissons. Ilu pense que ce serait bien pour garder des fruits, mais dès qu'il le touche, le pot bondit en l'air car ce n'est pas un objet, mais un monstre appelé Pot-Tortue. Il voit que ses stats n'ont rien de spécial, alors il attaque le Pot-Tortue avec un point de feu, mais cela ne cause aucun dégât significatif. Cela motive Ilu à donner tout ce qu'il a, et il bombarde le monstre d'attaque. Cependant, le monstre pot a atteint un sommet de nonchalance, et il récupère des points de vie en se reposant même quand Ilu l'attaque. Quoi qu'il fasse, la carapace dure du monstre le protège de tous les dégâts, alors Ilu décide de passer en mode créatif. Il jette le monstre dans la rivière et ça marche car le monstre coule vers sa mort. Il lui gagne des points d'expérience et monte de niveau, mais il obtient un nouveau titre, Roi infâme, et son titre de malfaiteur progresse aussi. Il s'en veut de s'enfoncer encore plus dans la voie du méchant quand soudain une bande de monstres peaux l'entoure. Ilu comprend qu'ils sont venus quand le premier monstre a utilisé sa compétence de cri pour les appeler, et ils sont tous furieux. Ils se rassemblent, et Ilu pense qu'ils vont se transformer en une sorte de monstre ultime. Mais au lieu de ça, il se transforme en une grande tour qui semble vraiment instable. Ilu s'envole et attrape le monstre du sommet avant de l'écraser sur la tour, battant tous les monstres d'un seul coup. Il apprend une nouvelle compétence appelée Météorite en faisant cela, ainsi que 600 points d'expérience qui le mènent direct au niveau 30. Ses compétences montent aussi de niveau en conséquence, et il en est ravi. Mais malheureusement, les coquilles se brisent après sa victoire, et il n'a plus un seul pot utilisable. Il décide d'utiliser les monstres pour leur viande, mais se dit ensuite qu'il lui faudrait plus de légumes dans son régime. En avançant, il voit le ciel devenir violet et entend des bruits de pas étranges venant de tout près. Ilu devient curieux et suit la direction des pas qui le mènent à un ours qui s'occupe de ses affaires en se promenant. Ilu interroge Ciri sur ses stats et elle lui dit qu'il est trop loin pour les voir, mais il peut voir les détails de son espèce. L'ours est un monstre de rang D+, appelé un Kleber. Il est fait de boue, il est puissant et possède un taux de récupération élevé. Ilu réalise que le monstre est au même rang que lui et il se demande s'il peut le battre dans un combat loyal. Cependant, la vraie raison pour laquelle il veut combattre le Kleber est que s'il est en argile, il pourra faire des pots avec. Ilu ne peut laisser cette chance en or échapper à ses pattes toxiques et il poursuit le monstre ours, qui ne semble pas le remarquer. Il décide de lancer une attaque surprise et bondit sur le Kleber par derrière, mais celui-ci se retourne au dernier moment, révélant des pointes mortelles. Il lui évite de justesse d'être poignardé par ces pointes, et il recule, disant que ce monstre ne mérite pas d'être appelé un ours avec ça. L'ours décide de charger Ilu, qui esquive et le frappe avec une attaque roulée. Il réussit à entamer une bonne partie de sa barre de vie, mais l'ours utilise aussitôt un sort de soin pour la restaurer entièrement. Ilu comprend qu'il ne peut pas tuer l'ours d'un coup, et qu'il doit harceler sa cible jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de mana pour se soigner. Il continue d'esquiver les pointes mortelles du Kleber tout en lui infligeant des dégâts, et quand il sent que ses soins ralentissent, il lui porte le coup final. Soudain, le Kleber crée une tempête de sable autour de lui, et quand elle s'arrête, il a aussi des pointes sur le dos. Il lui traite le Kleber de tricheur parce qu'il ne peut plus utiliser son attaque roulée. Heureusement, l'ours d'argile a perdu presque tout son mana après un long combat et des sorts coûteux, et Ilu décide de l'épuiser encore un peu. Soudain, l'ours s'arrache le bras et le lance sur Ilu, qui l'esquive et constate que le bras redevient de l'argile normale une fois séparé du corps. L'ours d'argile continue de lui lancer des pointes qui se changent aussi en argile, et Ilu a soudain une idée.
Il fonce sur l'ours et utilise ses griffes pour lui arracher le bras. Il se change en argile, comme d'habitude, et Ilou le roule vite en boule, puis s'envole très haut. Il se dit que s'il frappe l'ours avec la compétence météore, ça ne suffira pas, alors il improvise et met tout son poids dans l'attaque. L'attaque parvient à transpercer le corps de l'ours d'argile et Ilou gagne 300 points d'expérience, passant au niveau 33. Il obtient aussi une compétence appelée casse-noisette, car c'est exactement ce qu'il vient de faire. Il est vraiment épuisé maintenant, mais au moins il a de l'argile qu'il utilise pour fabriquer des pots et des jarres. Il fabrique aussi un four, puis y met les pots à cuire, et pendant ce temps, décide d'aller chercher de quoi dîner. Il décide de chercher des légumes et des champignons, et trouve un champignon tonnerre nutritif et savoureux, mais avec un léger poison paralysant. Ilou n'est pas encore résistant à la paralysie, alors il le jette et remercie sa Ciri améliorée de lui avoir donné plus de détails. Après ça, il tombe sur une fleur géante, mais juste au moment où il s'apprête à l'évaluer, la fleur l'attaque. Ilou panique, mais parvient ensuite à arracher la fleur de sa tige, la tuant sur le coup. Ciri lui dit que c'est une plante carnivore qui mange des animaux, mais qu'elle ne digère pas le sel et le dépose dans sa racine. C'est la chose la plus précieuse qu'Ilou pouvait trouver pour améliorer ses repas, et il ramène le bulbe rempli de sel chez lui. D'un autre côté, Myria désobéit à Marie et franchit la barrière qui protège le village pour retrouver Doz. Elle est prête à tous les risques pourvu qu'elle le trouve et le ramène sain et sauf, même si elle doute de la fiabilité du vieil ivrogne. Elle se rappelle comment Doz l'a forcé à rejoindre son groupe et se dit que si elle l'avait arrêté, lui et le vieux seraient encore en vie. Soudain, un monstre vert l'attaque et Nyria utilise aussitôt une boule de feu pour le vaincre en se rappelant de rester calme quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Ilou trouve un énorme champignon monstre qui peut marcher et attaquer à maturité, et il a un goût délicieux. Il l'ajoute à ses ingrédients, puis trouve un autre champignon bizarre, et Ciri lui dit que c'est un rang A très précieux, qui pourrait porter l'économie d'un pays entier. Ilou rêve déjà de richesse en entendant ça, mais quand Ciri lui dit que c'est une drogue puissante qui rend tout le monde accro, il change vite d'avis. Il brûle les champignons pour que personne ne devienne dépendant, et son titre de minuscule héros monte de niveau. Après ça, il trouve des baies de poivre sauvage et Ciri lui dit qu'autrefois, c'était l'épice la plus prisée au monde, valant son pesant d'or. Il lui récolte aussitôt tout le poivre, tandis que Myria s'enfonce dans la forêt, parvenant tant bien que mal à se cacher des monstres. Elle réalise qu'elle est déjà trop loin dans la zone de danger et qu'en continuant, elle pourrait tomber sur bien plus fort qu'elle. Elle décide donc de rentrer chez elle après avoir jeté un dernier regard vers les abords du village. Plus tard cette nuit-là, Ilou utilise le champignon lumineux pour éclairer sa grotte puis vérifie les pots qu'il avait mis à cuire. Ils sont parfaitement réalisés et il s'en sert pour préparer un ragoût avec les ingrédients du jour. Grâce au sel et aux champignons, c'est encore meilleur et Ilou se met à parler comme un critique culinaire alors qu'il n'y connaît rien en cuisine. Il explique comment le sel fait ressortir les saveurs umami du plat, puis il fabrique des baguettes, ce qui est déjà la façon la plus complexe de manger, même avec des mains humaines plutôt que des griffes. Grâce à l'ajout de sel dans son plat, le titre de chef d'Ilou passe du niveau 1 au niveau 2. Il remarque soudain que son bol n'est pas très pratique pour boire, et il finit par renverser un peu de ragoût. Il décide d'améliorer aussi ses compétences en poterie et prévoit de fabriquer un nouveau bol et des couverts dès le lendemain. Il rêve même de recouvrir les parois nues de la grotte avec des briques d'argile, et Ciri lui annonce qu'il a désormais le titre d'artisan céramiste niveau 2. Le lendemain, une calèche se rend au village voisin de la forêt et deux jolies aventurières en descendent pour explorer les bois. Elles se demandent si elles trouveront vraiment un survivant, mais la guilde leur a confié une mission qu'elles doivent accomplir. De retour dans la forêt, Ilou a commencé à meubler sa grotte avec du mobilier en argile. Il chasse des loups et les ramène dans sa grotte pour les préparer. Un côté de la grotte est rempli de peaux de loup et Ilou décide de les faire sécher plus tard car il doit d'abord assaisonner la viande pour l'hiver. Il est assez satisfait de ses progrès et pense qu'il commence à s'habituer à ce nouveau monde. Mais en sortant pour ramasser sa viande séchée, il tombe sur des singes en train de la dévorer. Ilou entre dans une rage folle et chasse les singes, mais il réalise qu'il lui faut une solution durable, sinon il perdra toutes ses réserves de viande. Il a alors une idée et décide de concocter un poison puissant, tel un grand Walter White, pour en enduire la viande et éliminer les singes. Alors qu'il récolte des ingrédients dangereux partout dans la forêt, Ilou réalise qu'il peut désormais identifier les plantes toxiques d'un simple coup d'œil sans l'aide de Ciri. C'est le premier cas d'un humain piquant le boulot d'une IA. Ensuite, il tombe sur un champ de fleurs et décide d'en cueillir pour décorer sa grotte, car tout le monde a besoin d'un peu de beauté dans sa vie. Cependant, alors qu'il rêve d'une jolie grotte, un petit monstre tout mignon surgit devant lui. Ilou est surpris de le voir et demande des informations à Ciri. Il apprend que cette mangouste s'appelle la princesse du poison et que toutes ses capacités sont liées au venin.
Ilu en a un peu peur, mais le monstre semble tout aussi effrayé et s'enfuit. Soudain, un morceau d'argile tombe, distrayant Ilu. La princesse du poison en profite pour le mordre avant de s'échapper. Ilu ne comprend pas sa stratégie jusqu'à ce que le poison commence à agir. Il se sent très faible et ne peut plus bouger l'épaule mordue. Ciri lui annonce que sa résistance au poison a augmenté. Ilu réalise que le venin de la princesse du poison est bien plus puissant que tout ce qu'il a connu et il s'évanouit sous le ricanement du monstre. Ilu découvre qu'il est victime d'un poison spécial, mais quand il demande à Ciri en quoi il diffère d'un poison normal, il reçoit la même réponse. Il n'a pas encore le niveau pour cette information. Il tente de se lever pour quitter les lieux, mais dès qu'il bouge l'épaule, le poison se propage encore plus vite dans son corps. Ilu ressent une nouvelle bouffée de faiblesse et réalise que sa situation s'aggrave au fil des minutes. Il se demande s'il y a des plantes médicinales dans le coin pour traiter le poison, mais il ne se souvient pas en avoir vu. Soudain, il a une idée et décide d'en apprendre plus sur le monstre qui l'a empoisonné, car cela pourrait lui donner des pistes. Ciri lui explique que la princesse poison est un monstre sournois qui empoisonne ses proies avant de s'enfuir, attendant qu'elle meure dans la douleur. Le monstre revient ensuite festoyer sur le cadavre et Ilu se dit que cette créature est encore plus cruelle que lui. Ciri lui dit que le poison du monstre vient des plantes et insectes toxiques qu'il mange, mais ses fluides corporels servent d'antidote pour ne pas s'auto-empoisonner. Ce monstre est très intelligent et s'il se fait capturer, il utilise l'antidote pour marchander sa propre vie. Ilu réalise qu'il lui suffit de capturer la princesse Poison pour obtenir l'antidote, mais il n'a pas de plan infaillible pour ça. Il décide de tenter le tout pour le tout et s'enfuit, car il peut encore bouger un minimum. Il est certain que la princesse Poison ne laissera pas sa proie s'échapper et qu'elle va se lancer à sa poursuite. Il reste aux aguets tout en courant et repère vite le lézard venimeux qui saute d'arbre en arbre pour le suivre. Dès qu'Ilu l'aperçoit, il se met à rouler pour le poursuivre, mais à sa surprise, le monstre sait aussi rouler. Elle garde ses distances avec Ilu qui réalise qu'il fonce vers la falaise, l'endroit idéal pour coincer le monstre. Soudain, il percute un obstacle et s'arrête net dans sa course. Ilu réalise que la princesse Poison lui a tiré un projectile d'argile tout en roulant, et il est assez impressionné. Cependant, il reprend aussitôt la chasse et continue d'avancer malgré les éclats d'argile qui le percutent. Sa compétence de roulade monte de niveau, lui permettant de rattraper le lézard venimeux et il l'envoie en l'air pensant qu'il n'a plus qu'à l'accueillir. Malheureusement, il n'a pas fait attention aux alentours et son attaque a projeté la princesse Poison droit dans le vide. Ilu panique en réalisant qu'il pourrait perdre son antidote et il plonge après la princesse Poison, mais le poison commence à l'affecter encore plus. Malgré la douleur cuisante qui irradie son corps, Ilu saisit le monstre terrifié et utilise son souffle de feu pour remonter à la surface. Cependant, à l'instant où il touche le sol, le poison atteint son stade final et il sent qu'il va mourir d'une minute à l'autre. Bien qu'à l'article de la mort, Ilu est heureux d'avoir sauvé le lézard venimeux, puis il perd connaissance, laissant la princesse Poison faire son travail. De l'autre côté, Miria cherche toujours Das dans la forêt, mais elle ne trouve pas le moindre indice. En rentrant au village les mains vides le soir, elle tombe sur Marie qui lui demande où elle était passée toute la journée. Myriam en disant qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle est allée marcher, et que maintenant elle se sent beaucoup mieux. Marie traverse la rivière et lui demande si elle va dans la forêt pour chercher Daz, et Myriam à nouveau, disant qu'elle n'y a pas mis les pieds. Marie décide de croire son mensonge et lui dit de ne pas trop s'en faire, car les aventuriers envoyés par la guilde vont bientôt arriver. De retour dans la forêt, Ilu reprend soudainement ses esprits et se demande ce qu'il se passe. Il lui faut quelques secondes pour réaliser qu'il a été empoisonné et qu'il attendait de mourir, mais il trouve alors la princesse Poison devant lui. Il devient furieux, pensant qu'elle attend sans vergogne qu'il meure, mais alors qu'il tente de la frapper, il s'aperçoit que son corps n'est plus lourd et douloureux. Il se demande si le lézard venimeux l'a sauvée en lui donnant l'antidote et elle acquiesce fièrement. Ilu n'a plus aucune raison de douter d'elle et il ramasse joyeusement la petite créature, affirmant qu'ils ont forgé un lien indestructible en se battant puis en se sauvant mutuellement la vie. Le lézard le serre affectueusement dans ses bras et Ilu décide de l'adopter comme ami. Il l'emmène dans sa grotte et prépare à manger pour tous les deux et la princesse Poison apprécie de manger de la viande cuite et assaisonnée. Ilu se demande comment l'appeler car elle n'a pas encore de nom, mais il décide ensuite que les monstres comme eux n'en ont pas besoin et qu'ils sont très bien comme ça. Le lézard se blottit contre lui et Ilu réalise qu'elle s'est attachée à lui. Il lui dit qu'elle peut rester avec lui aussi longtemps qu'elle le souhaite car elle est sa première amie et elle est vraiment heureuse d'entendre cela. Après cela, le lézard, las, voit un pot dégageant une odeur fétide et Ilu lui dit que c'est un poison spécial qu'il est en train de préparer. Dès qu'elle entend cela, Lace saute sur le pot et commence à engloutir le poison.
Illu s'inquiète pour elle, mais il se rappelle ensuite qu'elle peut renforcer son propre poison en mangeant des choses toxiques. Il se demande si c'est bon et goûte juste un tout petit peu du poison qui le fait s'agiter comme un poisson hors de l'eau et sa compétence de résistance au poison augmente. Il se demande comment Lace peut manger ce truc comme si c'était un plat gastronomique, mais elle lui lance juste un regard confus. Le lendemain, Illu emmène Lass avec lui pour chasser des loups gris. Il nargue les loups en leur faisant un doigt d'honneur, et alors qu'il charge vers lui, Lass les assomme avec ses éclats d'argile. Illu termine le travail et tue les loups, puis tape dans la main de Lass pour leur parfait travail d'équipe. Plus tard, Lass l'aide à récolter des noix de coco qu'il déguste, et ils regardent le coucher du soleil ensemble avant de retourner à la grotte. Pendant qu'ils dorment, Illu trouve Lass trop près de son visage, et il se rappelle que malgré son côté mignon et amical actuel, elle est l'ennemi le plus dangereux qu'il ait jamais affronté. Il lui demande de ne pas le mordre pendant qu'elle est à moitié endormie et sent qu'ils vont rester ensemble pendant longtemps maintenant. Le lendemain, Illu emmène Lass à l'endroit où poussent les baies de poivre et lui en fait goûter. Sa réaction lui indique qu'elle n'aime pas trop les épices, mais soudain, elle saute de sa tête et commence à le guider vers quelque chose qu'elle trouve meilleur. Illu la suit avec empressement, oubliant que sa nouvelle petite amie toxique aime les trucs empoisonnés. Lass le mène vers un champignon géant qui dégage une odeur de cadavre en décomposition, et Illu reste à 3 mètres de distance. Il interroge Ciri sur le champignon et apprend qu'il s'agit d'un champignon abeille hautement toxique. Illu comprend pourquoi Lass veut le manger, mais il ne veut pas qu'elle emporte cette odeur fétide avec elle dans leur grotte, alors il brûle tout le champignon. Lass est dévastée de voir sa version d'un plat étoilé au Michelin réduite en cendres, et elle commence à frapper Illu pour avoir gâché son dîner. Il promet de se racheter plus tard avec une autre plante toxique, mais elle pointe soudainement un éclat d'argile vers lui. Illu lui demande si elle est si fâchée contre lui, mais Lass tire vers les buissons derrière lui et soudain un horrible monstre à 2 têtes surgit. Illu se sent nerveux et intimidé devant ce chien à 2 faces couverts de tatouages tribaux, et il découvre que le monstre a des stats assez élevées et des compétences redoutables. Il veut s'enfuir, mais en voyant que ce chiot monstrueux à 2 têtes peut marquer sa cible et la suivre, il décide de rester et de se battre. Lass pense la même chose et elle s'éloigne en roulant pendant qu'Illu attire l'attention du monstre. Il prévoit d'attaquer le monstre de front pour le distraire pendant que Lass portera le coup final avec son venin. Il fonce pour frapper l'une des têtes du chien, mais l'autre tête s'avance pour se défendre et le repousse. Le chien larmoyant utilise alors la magie de gravité sur Illu, le forçant à ramper au sol sous son poids accru. Il réalise qu'il ne peut même plus bouger dans cette situation et craint le pire alors que le monstre à 2 têtes s'approche de lui. Mais heureusement, Lass le distrait en lui lançant des éclats d'argile. Illu saisit vite cette chance pour utiliser son souffle de feu sur le monstre, mais celui-ci soigne ses blessures avec un sort de guérison. Illu veut craquer face à ça, mais il a compris que la tête larmoyante lance des attaques magiques, tandis que la tête en colère lance des attaques physiques. Soudain, le monstre prépare une autre attaque de gravité et Illu fonce pour l'arrêter. Il laisse la tête en colère le mordre, et c'est le signal pour que Lass intervienne et utilise son venin sur le chien larmoyant. Elle se retire avec Illu et regarde la santé du monstre baisser malgré sa magie de récupération, et Illu est convaincu qu'ils ont gagné. Puis soudain, la tête en colère arrache la tête larmoyante pour stopper la propagation du venin et Illu jure de ne jamais devenir un monstre à 2 têtes. Il pense qu'au moins ils n'auront plus d'attaque magique à gérer, mais en consultant les stats de son ennemi, il découvre qu'il a un dernier atout. Il a éveillé la compétence sacrifice qui permet à la tête tranchée de bondir en avant pour attaquer Lass. Elle parvient à esquiver l'attaque d'une manière ou d'une autre et Illu lui dit de s'enfuir aussi vite qu'elle le peut. Lass s'enfuit en roulant avec la tête de chien enragé à ses trousses, mais Illu ne peut pas l'aider car le corps du monstre lui barre toujours la route. Il ne perd pas de temps et fonce pour lui secouer le cerveau d'un coup de poing dans la tête, puis le saisit par le cou pour le projeter en l'air. Illu saute haut pour attraper la tête du monstre et la frapper avec un casse-noisette, mettant brutalement fin à ses jours. Maintenant, il s'inquiète pour Lass et espère qu'elle va bien car il ne veut pas perdre la seule amie qu'il a dans ce monde. Il se met immédiatement à sa recherche et trouve bientôt une mare de sang qui l'inquiète au plus haut point. Il commence à appeler Lass pour savoir si elle est là et elle répond à ses hurlements en sortant des buissons, gravement blessée et affaiblie. Le cœur d'Illu se serre en la voyant ainsi, et juste à ce moment, la tête tranchée du monstre fonce sur elle pour l'achever. Cette fois, Illu est là pour la protéger, et il repousse la tête du monstre d'un coup de pied avant de la réduire furieusement en bouillie. Une fois sa vengeance accomplie pour Lass, il retourne vers elle et la prend délicatement dans ses bras. Il est heureux qu'elle soit toujours en vie malgré ses blessures et se met à pleurer pensant qu'il aurait tout perdu s'il l'avait perdu. Lass lèche ses larmes pour le consoler quand soudain Ciri dit à Illu qu'il a reçu des points d'expérience pour avoir vaincu le monstre et qu'il a monté de niveau.
Ilu ne veut pas entendre sa stupide voix sans âme et lui dit de se taire, affirmant que rien n'est plus précieux pour lui que l'as en ce moment. Il ne veut même pas de la compétence de transformation humaine s'il l'a à ses côtés. Et c'est alors que Siri décide de lui asséner le plus grand coup d'ironie qu'elle puisse imaginer. Elle annonce à Ilu qu'il a enfin obtenu la compétence de transformation humaine, et son esprit devient totalement vide en entendant cela. Au même moment, au village, Miria aide Marie pour les corvées car les aventuriers de la guilde doivent arriver aujourd'hui. Miria est assez curieuse au sujet des aventuriers car ils reçoivent rarement des visiteurs de l'extérieur. Soudain, elle remarque un livre à l'aspect terriblement vieux sur la table et Marie lui dit que c'est une encyclopédie des monstres qui pourrait lui plaire. Miria ouvre immédiatement le livre et commence à lire des informations sur le monstre de rang F appelé Darkworm. Marie lui explique que le rang des monstres est écrit dans une écriture ancienne que personne ne peut lire. Les monstres de rang F sont assez faibles et même des aventuriers débutants peuvent les vaincre avec assez de cran. Mais quand il s'agit de monstres de rang D, il faut des aventuriers chevronnés pour les affronter. Le monstre à 2 têtes qu'Ilu vient de battre est de rang D+, et les monstres de rang B et plus sont si forts que seuls les héros et les saints peuvent les vaincre. Le dragon de roche que son groupe essayait de chasser serait un monstre de rang C, mais Marie pense qu'il est devenu encore plus fort après avoir évolué. Miria prend peur en entendant cela, et juste à ce moment-là, les 2 aventuriers arrivent pour commencer leur enquête. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.